Les salaires sont pas assez élevés pour ce qu'on travaille. On est des militants syndicaux, je veux dire. C'est rien que ça qu'on a à faire. Ça veut dire que c'est une chose qu'on doit faire, je veux dire. Si ça n'avait pas été de l'appui des femmes, des grévistes et des mères et de l'appui de la population qu'on aurait perdu cette grève-là. Pour nous rappeler que quand il n'y a pas de lutte collective victorieuse, quand la solidarité n'est pas à l'ordre du jour, c'est pas l'espoir qui prime, c'est la peur. C'est la peur. C'est la peur. Action en direct, c'est une émission qui traite à chaque 2 semaines d'actualité syndicale, de conditions de travail, de culture et d'histoire militante. Notre objectif est de montrer le point de vue des travailleuses et travailleurs et de discuter d'enjeux qui les concernent directement à travers des chroniques et des entrevues. On ne croit pas à la neutralité. Ainsi, on prend le parti des précaires, des sans-emploi, de celles et ceux qui se font couper et qui sont les premières cibles de l'austérité. On souhaite également montrer comment ces gens s'organisent pour plus de justice sociale. Notre émission vise donc aussi à diffuser les initiatives de syndicats et de groupes politiques et à l'occasion de présenter des capsules sur leur histoire. Action en direct est produite par des membres du syndicat industriel des travailleuses et travailleurs, aussi connu sous son nom anglais, l'IWW, pour Industrial Workers of the World. Il s'agit d'un syndicat qui a fait son apparition aux États-Unis en 1905 et qui misait sur la solidarité de classe en organisant ensemble les travailleuses et travailleurs de différents métiers au sein d'une industrie plutôt que par corporation de métiers comme c'était assez courant à l'époque. Pour donner un exemple concret actuel, il s'agirait d'organiser dans un même syndicat les secrétaires, les concierges et les enseignants-enseignantes d'une école plutôt que de manière isolée selon leur métier. Dès sa fondation, le IWW défend des principes révolutionnaires et anticapitalistes et se distingue des autres syndicats en admettant dans ses rangs les femmes, les immigrés et les afro-américaines américains. Aujourd'hui, le IWW ne fonctionne plus exactement sous la même formule de membership. C'est une organisation syndicale progressiste et de solidarité qui fait de la mobilisation sur le terrain en dehors des voies traditionnelles. On organise nos milieux de travail sur des bases égalitaires et autogestionnaires. On aide des travailleuses et travailleurs à récupérer des salaires volés par leur employeur avec notre campagne Réclame ta paye. On va à la rencontre des employés en lutte dans différents secteurs et on leur apporte du soutien. Donc, vous êtes à l'écoute d'Action en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville. On est le jeudi 14 janvier. Mon nom est Camille et je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. Pour cette première édition de l'année 2016, on vous propose une émission qui va porter en grande partie sur les services publics et particulièrement sur le milieu de l'éducation. Pour notre segment sur les conditions de travail, on va recevoir 2 invités qui sont présentement en négociation dans leur milieu de travail. Comme vous savez, peut-être une entente de principe est survenue en décembre entre l'Alliance des professeurs de Cégep et le comité patronal de négociation des collèges. On a avec nous en studio Bertrand Guibard, enseignant au Cégep Marie-Victorin, pour en discuter. Bienvenue à l'émission. Merci, bonjour. Et du côté universitaire, les étudiantes et étudiants employés de l'UQAM sont sans convention collective depuis décembre 2013 et ont déclenché le 7 décembre dernier une grève générale illimitée. On reçoit donc Chloé Fortin-Côté pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Et enfin, pour notre segment sur la culture, Jean-François va nous parler des emplois dans les services publics à l'heure du néolibéralisme dans une chronique qu'il a enregistrée pour nous. Et finalement, Félix va nous présenter un documentaire qu'il a visionné cette semaine sur les prisons. Oui, donc justement, cette semaine, je vous présente le documentaire De prison en prison de Steve Patry. Et bien, évidemment, suivi du calendrier comme à toutes les semaines. Mais avant toute chose, pour notre segment actualité, on s'est intéressé à un métier dont on entend rarement parler. Avec la neige qui a enfin ou malheureusement c'est selon, donc qui a fait son apparition dans les rues de Montréal, ça change la donne pour les courriers à vélo. On a donc eu envie d'aller voir ce qui se passait de leur côté. Bonjour Adam, aujourd'hui tu nous proposes le premier épisode de Nouvelle Chronique.
Oui, bonjour à tous et à toutes. Ça va s'appeler les risques du métier. Dans cette chronique, on parlera d'emplois atypiques dont on n'entend pas souvent parler. On demandera à des travailleuses et des travailleurs de nous parler de leur job, des possibilités d'organisation dans leur métier et de ce qu'ils et elles voudraient changer. Cette semaine, j'ai rencontré Floyd. Il fait partie de la communauté montréalaise des livreurs de courrier à vélo. Et j'ai réalisé cette entrevue avec mon camarade Tristan. Alors, écoutons. Une journée type de courrier à vélo dans les rues de Montréal, ça pourrait ressembler à quoi? Une journée type, je me réveille aux alentours de 8. Faut que je sois opérationnel à 8h30. Bon. Ce que je veux dire par là, c'est que je commence à travailler à partir de chez moi. J'ai pas nécessairement besoin de me pointer au bureau. J'ai un répartiteur qui m'envoie mes tâches, aller chercher des affaires au point A pour les amener au point B. Bon. Puis c'est ça jusqu'à 5 heures d'après-midi. Tu es payé dès que tu quittes ta maison, dès que tu quittes ton logis. Pas nécessairement. En fait, je suis payé à la commission, c'est-à-dire que j'ai pas de salaire horaire. Exemple que si ma commission c'est 70%, puis que je fais une livraison qui vaut 20$, donc mon salaire va être 70% de ce 20$-là, ça va être mon salaire. OK. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, le statut de travailleur autonome, on s'entend que dans les faits, c'est pas vraiment ça. Je veux dire, pour moi, c'est comme un emploi de 9 à 5. Là. Mm-hmm. Puis je dois, tu sais... Parce que t'as quand même un boss. Ouais. Un boss, je veux dire, j'ai un répartiteur à qui je dois répondre. Techniquement, je pourrais refuser de faire toutes les livraisons que je veux, mais c'est pas dans mon intérêt. Et quel est le climat un peu entre les courriers à vélo et les employeurs sur l'île de Montréal? Là? Il y a une relative paix dans le sens que, comme je te dis, vu que on répond pas nécessairement au boss de l'entreprise, on répond à notre répartiteur. Mm-hmm. Puis il y a des compagnies où tu vas juste jamais les voir, les boss. Fait que c'est comme un peu, tu sais qu'ils sont là, mais en même temps, tu les vois jamais. OK. Y a-tu des expériences d'organisation du métier dans d'autres villes? Y a-tu des courriers à vélo qui se sont peut-être organisés? Il y a toujours des initiatives qui se feront proposer. Mais concrètement, c'est quand même assez dur à organiser pour la simple et bonne raison qu'il y a quand même un gros roulement dans l'industrie. On est un espèce de petit noyau qu'on se connaît, que ça fait plusieurs années qu'on est là, mais il y a quand même un très gros roulement. Il y en a beaucoup qu'on voit qui travaillent pendant 2 mois, puis après on n'entend plus parler d'eux. Fait que c'est un peu dur de rejoindre le maximum de personnes possible pour organiser de quoi de concret. Puis je sais pas si tu peux me parler un peu du Bike Messenger Fund. Ça, c'est le Bicycle Messenger Emergency Fund. C'est un organisme qui, en ce moment, il est basé à Toronto. C'est un organisme qui sert à aider les messagers qui se blessent sur le travail. Donc, eux, ce qu'ils vont faire, dans le fond, c'est qu'ils vont te donner un chèque de 500$ pour ton mois d'inactivité pour t'aider à payer, que ce soit tes réparations sur ton bike ou ton bill. Parce que souvent, on sait que si t'as des paperasses à remplir avec la CSST ou la SAQ, ça peut être vraiment long, laborieux et, j'ajouterais même, décourageant. Fait que c'est un peu pour te donner un petit coup de pouce monétaire et moral, surtout, pendant que tu deals avec toutes ces affaires-là. Sans perdre de temps, là, eux... Ouais, exact. OK, good. Puis ça, c'est un organisme... qui cotise à ça? Qui cotise à ça, c'est ça. Ça marche uniquement par des donations. OK. Donc, il y a du monde qui font des dons un peu ici et là, puis il y a beaucoup de levées de fonds qui sont organisées. Il y en a... je sais que nous, à Montréal, on en avait fait une il y a 2 ans. Okay. Puis il y en a une à chaque année qui se donne le 1er mai à Toronto, le May Day, dans le fond. Puis eux sont capables d'aller ramasser quand même beaucoup d'argent avec ça. Fait que, je vais dire un chiffre. Si, mettons, ils ramassent 10 000 $, 10 000 divisé par 500, ça c'est quoi? C'est 20 messagers qui sont capables d'aider. Je suis pas super bon en maths. 20 messagers, là, ça va pas super longtemps. Il y a tout le temps des blessés à chaque année pour X raisons. Là. Ça n'a pas besoin nécessairement d'être un impact, un accident, comme tu peux te blesser, juste t'étirer un muscle ou whatever, puis là, tu peux pas rouler pendant longtemps. Fait que c'est un organisme qui est très apprécié dans la communauté, je te dirais. À un moment donné, si tu fais la moyenne, au nombre d'heures qu'on passe sur la route, juste avec le travail, c'est une 40aine d'heures, plus les déplacements qu'on fait, on s'entend, on est tous des mordus de vélo, fait que la plupart de nos déplacements
hors du travail, on les fait à vélo aussi. Donc, c'est sûr qu'on s'expose à davantage de risques de blessures qu'un cycliste moyen. Qu'est-ce que tu aimerais que change dans ton métier? Y a-tu un truc, là? T'aurais-tu un espoir? Moi, ce que j'aimerais plus, c'est, comment de guillemets, une vraie job, là. Tu me permets de m'expliquer? Ouais. Exemple, si déjà, j'aimerais ça que les employeurs puissent nous aider. Exemple, si on a des frais de réparation sur nos vélos, des congés de maladie ou des vacances, quelque chose qui inciterait plus les gens à rester longtemps dans ce milieu-là. Ouais, okay. Parce que, comme je te disais, il y a beaucoup de roulements. C'est sûr que moi, en tant qu'employeur, c'est sûr que ça me donnerait pas envie d'investir tout ça pour des gens qui vont juste rester 2 mois dans mon entreprise. Mais je pense que c'est donnant, c'est-à-dire que s'il y avait ces mesures-là, moi je pense que ça inciterait les gens à rester plus. Parce qu'il y a quand même, comme je te disais, il y a un gros roulement. Tantôt, tu évoquais la coop des chasseurs. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Ça, c'est des amis à moi qui se sont partis d'une coopérative de courrier. Au fil du temps, ils se sont focusés plus sur la livraison de bouffe pour les restaurants. Nous, c'est sûr que pour la communauté, on trouve que c'est un super beau projet. Souvent, on les dépanne, c'est-à-dire ils ont besoin de cyclistes pour tel chiffre. On a tout un peu travaillé pour chasseurs, dans le fond, puis c'est sûr que c'est toujours plus plaisant travailler avec ses amis comme ça plutôt que de juste livrer des enveloppes. Ça donne plus l'impression de faire part d'un projet. Il y a cet aspect un peu de fraternité dans ce milieu-là. Si tu travailles... une fois que ça fait 1 an que tu travailles, là, tu te reconnais. Il y a beaucoup de visages que tu reconnais, qui sont familiers. Puis moi, au fil du temps, c'est tous des gens qui sont devenus des amis. Puis ouais, il y a beaucoup de courses. Beaucoup. Il y a quelques courses qu'on organise par année qui sont toujours le fun. Je sais qu'en Halloween, il y a la course des morts, par exemple. C'est toujours beaucoup de plaisir. Puis pas juste des courses, comme je t'ai dit, c'est juste aller boire une bière dans un parc après la job ou n'importe quoi. C'est du monde qui sont devenus plus que mes collègues au fil du temps. Comment tu vois ton métier dans 10 ans, d'un courrier à vélo? Penses-tu que le métier va évoluer? Vas-tu avoir plus d'ouvrages? Moi, je pense qu'il va y avoir de moins en moins d'ouvrages. Avec tout l'avènement des technologies, il y a beaucoup moins besoin d'avoir de transfert d'enveloppe en papier, une enveloppe régulière. Donc, je pense de plus en plus le métier va s'orienter, surtout plus livrer des paquets. Est-ce que tu penses qu'il y a une revendication particulière que vous pourriez aller chercher facilement en vous coordonnant en tant que courrier à vélo? La réponse est un peu plate, mais facilement, non. Je pense pas qu'il y a aucune revendication dans un travail qui est simple à aller chercher. Celle qu'on aurait peut-être le plus de chance, je te dirais, ce serait que l'employeur nous aide à cotiser pour les réparations et l'entretien sur nos vélos et l'équipement. En terminant, Floyd, quel message voudrais-tu lancer à la population montréalaise? Là? Sur les routes, tassez-vous du chemin, puis si vous êtes dans les bureaux, assurez-vous que le paquet soit prêt. Signé, merci, bonsoir. That's it, merci Floyd. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Adam, pour cet excellent reportage. On va se quitter brièvement pour une pause musicale. On va écouter Notre-Dame des Landes de Dubamix qui fait résonance aux mobilisations qu'il y a eu récemment à Notre-Dame-des-Landes. Donc, oui, il y a un projet d'aéroport qui doit se construire depuis plusieurs décennies, mais où il y a des mobilisations importantes. Donc, on vous laisse écouter ça. Le projet d'aéroport, il n'a pas de raison d'être. Il y a un aéroport. Il y a des gens dans d'autres régions qui se disent pourquoi ils ne veulent pas d'aéroport. Parce qu'il y en a un déjà. Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est un vieux projet qui date de 1967. C'est un projet qui veut construire une infrastructure aéroportuaire sur une zone bocagère, une zone agricole. Grandiose comme ça qui risque non seulement de détruire l'environnement, mais aussi détruire des cadres de vie, détruire aussi la volonté des gens de décider pour eux-mêmes. Le projet doit s'étendre sur 1700 hectares. C'est un projet inutile et dépassé. Le coût de ce projet est faramineux. Il pourrait atteindre plusieurs milliards d'euros. Il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas de personnel pour les écoles. On n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a pas d'argent.
pour les services sociaux. Mais alors, il y a toujours de l'argent pour ce genre de conneries. Plusieurs milliards. Un mouvement d'occupation s'est étendu sur les bâtis et bocages menacés. Nous tentons de construire ici des solidarités, des confiances, de la puissance collective, des moyens d'action. Nous voulons prendre des décisions qui concernent nos vies. Nous voulons prendre des décisions qui concernent nos vies, Des gens qui sont là essentiellement pour l'aspect de vie collective et de plantation de potagers, des gens qui ont construit des éoliennes à partir de rien et qui sont autonomes aujourd'hui en électricité, des gens qui ont monté des sambas, des activités de clown, des ateliers d'écriture, il y a une profusion de gens. Une nouvelle maison est démolie pour les besoins du chantier de l'aéroport. Les forces de l'ordre sont à chaque carrefour. Mardi, c'était la guerre, dit Alain. C'était le premier jour des expulsions des activistes qui occupent la zone à défendre, la ZAD. Nous n'avons rien à négocier avec ceux qui nous construisent ce monde de merde. On les aura. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais on les aura. C'était notre dub des Landes de Dub à Mix. Et maintenant, on a avec nous Bertrand Guibard, qui est enseignant au Cégep Marie-Victorin en philo, pour parler des négociations en cours dans le Front commun. Donc, en décembre dernier, le Front commun a conclu une entente de principe avec le gouvernement. Les représentants syndicaux indiquent qu'il s'agit d'une hausse de 10,25% sur 5 ans, alors qu'il s'agirait en fait d'une hausse s'approchant plus de 5,25%. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se fait-il qu'il y a un si grand écart entre les chiffres indiqués et les chiffres réels une fois décortiqués? Ben, c'est sûr que c'est un peu compliqué de faire le tour de la question parce qu'il y a différents aspects là, selon les corps d'emploi d'ailleurs. Là. Mais à la base, disons que les augmentations paramétriques que tout le monde va avoir dans le Front commun sont de 5,25%, c'est-à-dire 1,5% la deuxième année en 2016, 1,75% en 2017 et 2% en 2018. Là, après ça, il se rajoute des exercices qu'on appelle de relativité salariale et de structure salariale. La relativité salariale, c'est très, très, très variable d'un emploi à l'autre. Comme par exemple, les profs de cégep sortent, entre guillemets, gagnants là, de cet exercice-là. C'est-à-dire qu'on a moi, j'ai de la misère à parler d'augmentation, là, mais on reçoit beaucoup de pourcentage d'augmentation en vertu de la relativité salariale, mais il y a pour d'autres types d'emplois, il n'y a rien en relativité salariale. Donc, évidemment, les représentants du Front commun, eux, parlent pour tout le monde. Donc, on peut penser qu'ils font une espèce de moyenne pour arriver à 10,25. Il y a aussi la question des montants forfaitaires qui, initialement, étaient inclus là, dans le calcul des leaders syndicaux
syndicaux, c'est problématique. Là. En fait, il faut pas inclure les forfaitaires dans le calcul des augmentations paramétriques parce que c'est pas des pourcentages, c'est un montant, c'est une somme qui est donnée en fonction des heures travaillées pour la première et la dernière année de la convention collective. Donc, il y a toutes ces choses-là qui font que, en plus du spin médiatique, je dirais, là, puis de ce qui s'est dit dans les journaux puis à la télévision, là, qui fait que les différents chiffres font circuler. Mais si on parle vraiment d'augmentation paramétrique pour l'ensemble des travailleurs du Front commun, les augmentations sont de 5,25% sur 5 ans. Puis au-delà des conditions salariales, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de l'offre patronale au niveau plus qualitatif, à quoi ça ressemble? Au niveau sectoriel, tu veux dire? Mais au niveau des conditions de travail, qu'est-ce que ça viendrait? Je vais parler pour ce que je connais, c'est-à-dire les profs de cégep. Nous, on n'a pas eu grand-chose de ce qu'on demandait au niveau des conditions de travail. On voulait, entre autres, le gros point sur lequel on insistait, c'est la lutte à la précarité, faciliter l'accès à la permanence. Puis en fait, il y a des mesures dans l'offre de table sectorielle qui vont plutôt à l'inverse de ça. Je dirais que l'entente de table sectorielle, elle correspond en fait ni aux demandes initiales des patrons, ni aux demandes initiales des travailleurs. C'est quelque part entre les deux. Et c'est en gros des grenailles. Là. On a modifié les paramètres du calcul de la tâche, par exemple. Donc, sur papier, on peut dire qu'on a une tâche plus petite en termes de calcul mathématique de cette tâche-là. Mais le fait qu'on ait changé les paramètres, dans le fond, ça fait que la tâche va être essentiellement la même là, pour les professeurs. Donc, il n'y a pas beaucoup de gains réels au sectoriel. C'est plutôt des aménagements qui font en sorte que si l'un gagne, l'autre perd. Comme par exemple, pour l'instant, la question des congés d'invalidité puis les prestations d'invalidité est un petit peu litigieuse. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de s'entendre pour dire, à partir de maintenant, l'invalidité ou la prestation d'invalidité qui est versée à un prof dépend du contrat en cours. Mais ça fait en sorte que pour certaines personnes, ça va être bénéfique parce qu'ils vont avoir des contrats plus élevés qu'au moment où ils sont tombés en invalidité. Mais pour le prof qui est tombé en invalidité quand il était à temps complet et qui se ramasse à temps partiel, il va perdre de l'argent. Donc c'est ça, c'est difficile d'identifier des gains réels du point de vue des conditions de travail. C'est plutôt des aménagements techniques qui sont mi-figue, mi-raisin, je dirais. Quelles sont vos impressions en tant que travailleur du Front commun face à cette entente de principe? C'est pas, moi, de mon point de vue, c'est pas une entente satisfaisante, là, ni au point de vue salarial, ni au point de vue sectoriel. Je dirais que le plus gros problème pour moi est au niveau là, de la forme, de la façon dont les choses se sont passées. Il n'y a pas eu beaucoup de consultations des assemblées générales. En fait, l'assemblée générale de mon syndicat a été consultée sur les demandes initiales et sur l'entente de principe. Donc, en cours de route, pendant l'année de négociation, les gens n'ont pas été mis au jeu réellement. C'est un peu ironique, là, compte tenu que le slogan du Front commun est « entre nos mains ». On n'a pas senti là, à la base que c'était entre les mains des travailleurs. Au contraire, les messages venaient d'en haut. Puis, par exemple, quand la contre-proposition syndicale du mois de novembre, là, si je me rappelle bien, est tombée, qui diminuait à peu près de moitié les demandes au niveau salarial, on l'a appris dans les journaux. Il n'y a personne qui est informé de ça à l'avance. Il n'y a personne qui a pu se prononcer. Il n'y a personne qui a donné ce mandat-là aux négociateurs. Donc, ça donne un peu l'idée de la façon dont ça s'est passé. Puis, je dirais que de mon point de vue, c'est ça le plus gros problème, là. C'est-à-dire que si les gens avaient été consultés tout le long des négos puis qu'on serait arrivé à ces ententes-là, de mon point de vue, la base aurait parlé puis ça aurait été acceptable. Mais là, on se retrouve à 1 an de négo qui se fait un peu en vase clos et voilà, bang, une entente globale. Il faut se prononcer sur cette entente-là. Oui, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait certains professeurs de cégep qui recommandaient de rejeter cette entente de principe. Oui, à peu près, je dirais qui recommandent de rejeter l'entente. Il y a à peu près 7 délégations sur 50. C'est pas énorme. Il y a l'équivalent, dont la délégation de mon cégep, Marie-Victorin, qui s'est abstenue, qui a refusé de recommander. Il faut dire, par contre, que les votes ont commencé et les professeurs de cégep acceptent là, jusqu'à maintenant. Pas dans des très fortes proportions, mais acceptent les ententes, surtout à cause de la question de la relativité salariale là, qui vient les diviser. Là. C'est-à-dire qu'on leur donne quelque chose qu'on donne pas aux autres, ce qui fait que au point de vue salarial, ils ont des avantages qui sont plus élevés que les autres catégories d'emploi. Là. Puis cette entente-là, telle que présentée, est-ce qu'elle affecterait d'une façon ou d'une autre les conditions de vie des travailleurs et travailleuses concernés? Puis ce serait quoi les impacts d'un changement comme ça? Sur la question de la retraite, c'est sûr que rajouter 1 an pour que les gens puissent prendre leur retraite, ça va avoir un impact pour certaines personnes. Je dirais qu'encore une fois, c'est plutôt par la négative qu'il faut le voir, c'est qu'il y avait des demandes qui étaient faites initialement par rapport à la conciliation travail-famille, par rapport à justement des conditions de vie des travailleurs, puis ces demandes-là ne se retrouvent pas du tout là, dans l'entente de principe. Mais au-delà de ça, on parle d'entente de principe, mais
même avant ça, on parlait de la lutte contre l'austérité. Une fois, si cette entente de principe est acceptée, qu'en advient-il de cette lutte contre l'austérité? Est-ce que ça veut dire que les membres du Front commun se retirent de cette lutte ou cette lutte continuera tout de même malgré une entente? Mais la base est très mobilisée, hein. Puis c'est beaucoup, de mon point de vue, c'est beaucoup parce que la lutte s'est faite sur des questions de principe, des questions de qualité des services, d'accessibilité des services, de lutte à l'austérité. Il y a Louise Chabot de la CSQ, si je me rappelle bien, qui a dit que la lutte continuait. Moi, je pense que les gens sont là puis veulent continuer à le faire. Ce qui est un peu ironique ou paradoxal là-dedans, c'est qu'il y avait une occasion en or de faire des gains réels conventionnés pour justement améliorer les services puis assurer l'accessibilité. Puis l'occasion, elle a été perdue. En fait, ce qui s'est passé de mon point de vue, c'est qu'on est parti sur une mob de principe, une grève, pas une grève sociale, là, mais une grève, disons, avec des implications sociales. Puis là, dans les dernières semaines, ce qui s'est passé, c'est que c'est devenu complètement une égo traditionnel corporatiste, puis on ne parle plus dans les instances là, de lutte à l'austérité puis tout ça, même si la base est là, puis les gens vont continuer ce travail-là. Moi, j'en doute pas du tout. Puis ça, on pourrait l'expliquer par quoi? Est-ce que ce serait un manque d'aller-retour en termes d'information des membres de la base Ben, ça peut être ça. Je pense que progressivement, ce qui s'est passé aussi, c'est que les comités de négo, évidemment, je parle de mon expérience, hein, les comités de négo se sont de plus en plus détachés de la base puis évoluaient de plus en plus en vase clos. Moi, je suis convaincu que, encore une fois, si on avait consulté les assemblées générales au fur et à mesure, on aurait pu maintenir cette pression-là pour leur dire, oubliez pas cette lutte de principe-là. La campagne s'appelle Avec nous. Il y a eu des clips qui ont été faits, merci à vous, pour valoriser les services publics. Or, à un moment donné, on dirait que quand c'est devenu sérieux, là, quand l'entonnoir a commencé à se refermer, là, ça a été complètement mis de côté, puis on s'est concentré sur la négociation au sens traditionnel du terme. Moi, ça me déçoit beaucoup. Beaucoup de mes collègues sont aussi très déçus par ça. Puis encore une fois, moi, j'explique ça un peu par le détachement là, qui existe entre les négociateurs et la base. Mais si je comprends bien, est-ce que ça veut dire donc que la lutte à l'austérité est toujours présente, certes, sauf que il y a aussi un problème interne de lutte contre le corporatisme, ça veut dire. Et puis il faut trouver une façon de passer au-delà du corporatisme, si je comprends bien, pour arriver à obtenir les idéologies que vous défendez. Je veux dire, ça va au-delà de juste une entente monétaire. Ouais, mais de mon point de vue, c'est sûr que c'est ce qu'il faut viser. Moi, je pense que ça passe beaucoup, encore une fois, par la démocratisation des processus, puis par le fait de toujours avoir nos représentants à l'œil, puis toujours être capable de les mandater, puis faire en sorte que ces mandats-là sont respectés, parce que c'est un autre problème qui est arrivé. Il y a des mandats qui ont été donnés aux négociateurs qui n'ont pas été respectés, puis on se retrouve en bout de ligne à devoir se prononcer sur une entente qui ne correspond pas, je dirais, à nos objectifs initiaux, là, mais pas du tout. Et brièvement, pour conclure, ce serait quoi les prochaines étapes pour les enseignantes et enseignants de cégep dans la mobilisation? Au niveau de la MOB, là, c'est sûr que dans les prochaines semaines, on est dans la consultation, les retours de consultation. Il va y avoir un bilan à faire des négociations. Je pense que ce bilan-là va être assez lourd. En fait, ça va être un défi, d'après moi, là, de s'assurer que la MOB continue, parce qu'il va y avoir des gens qui vont être déçus. Il va y avoir des gens qui vont se sentir un peu abandonnés par leur syndicat. On l'entend, on va l'entendre, d'après moi, de plus en plus. Donc, je pense qu'au niveau des syndicats locaux, ça va être important de, justement, nourrir cette mob-là puis faire comprendre aux travailleurs de la base que leur mobilisation n'a pas été vaine. On nous a quand même dit, là, pendant toute la négociation, mobilisation historique, c'est magnifique, les membres sont là, les membres sont crinqués, mais on aboutit, c'est comme comme on dit, la montagne qui accouche d'une souris, là. On aboutit avec quelque chose qui correspond pas du tout avec une mobilisation historique, là. Donc, merci beaucoup, Bertrand Guibard. Vous êtes enseignant en philosophie au cégep de Marie-Victorin. Et maintenant, on a avec nous Chloé Fortin-Côté, qui est porte-parole du CETU, le syndicat des étudiants et étudiantes employés de l'UQAM, pour parler de la grève en cours. Donc, d'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste le travail des étudiants et étudiantes employés? Quels sont aussi les défis liés à ce type de travail? En effet, c'est quand même assez varié, les jobs qui sont offerts aux étudiants et étudiantes de l'UQAM.
On a surtout, bien évidemment les auxiliaires d'enseignement. Ça, c'est probablement l'emploi le plus commun en fait qu'on a en partie. C'est des personnes qui vont aller assister des enseignantes et des enseignants, autant des chargés de cours que des professeurs réguliers à l'université. On a également des personnes qui vont faire de la correction, donc des personnes en fait qui sont qu'on voit très peu en fait dans l'université, mais dont le travail est assez essentiel lorsqu'on met des charges de travail de 200-300 étudiants-étudiantes à des professeurs. Bien évidemment, un prof ne peut pas corriger ça. Souvent, ils ont 2-3 groupes de ce type-là. Donc, on a 2-3 correcteurs des fois par enseignant, enseignante. Donc, ce qui nous permet là, d'alléger la charge de travail. C'est également des personnes qui vont superviser les examens lors des fins de session. On a aussi des gens qui s'occupent de prendre les billets au théâtre. On a des gens qui font de l'aide aux personnes en situation de handicap. Donc, lorsqu'il vient le temps de faire des examens dans des salles plus réservées, tout ça. Donc, on a vraiment une panoplie, en fait, d'emplois qui sont offerts. La condition, en fait, pour être membre du CETU, c'est d'avoir un contrat avec l'UQAM et d'être étudiant en même temps. Puis, c'est quoi les enjeux de la négociation en cours avec l'UQAM? En fait, nous autres, on avait 7 demandes prioritaires là, en Assemblée générale. En gros, bien entendu, il y a toute la notion du salaire. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas de convention collective, donc on a une perte salariale dans les 2 dernières années parce qu'il n'y a pas eu d'augmentation, ne serait-ce qu'avec l'inflation. Donc, on demande à tout le moins un rattrapage à ce niveau-là et un reclassement au niveau surtout du premier cycle. On a un des plus pires taux horaires pour les employés étudiants du premier cycle au Québec, avec l'Université de Montréal. D'autres universités, ça se situe autour plus du 20 $ de l'heure, alors qu'on se situe au 13 $ de l'heure actuellement. Puis également, on veut rattraper, question que l'écart soit moins grand. Là, on parle d'un écart de des fois près de 10 $ entre du deuxième cycle puis du premier cycle, donc ce qui est le pire écart au Québec. On demande aussi un minimum d'heures. Très souvent, lorsqu'on a des augmentations salariales, ce qui se passe, c'est que l'université va couper en termes de salaire. Il y en a qui ont déjà vu ça dans leurs contrats qui ont été attribués cette session-ci, même si on est en grève. Beaucoup ont vu leur contrat être diminué de moitié, peut-être en cause de répression de grève, on ne sait pas. Là. L'université ne nous dit pas grand-chose à ce niveau-là. Également, on demande aussi de conventionner la propriété intellectuelle dans les recherches. C'est pas une majorité de professeurs qui ne le font pas. Il y a beaucoup de profs qui font signer des contrats de propriété intellectuelle, mais il y en a encore qui vont dire votre salaire, c'est votre reconnaissance, j'écris pas votre nom en bas de la recherche, alors qu'une bonne partie du travail est effectuée par des étudiantes et des étudiants en auxiliaire de recherche. Là. Le 7 décembre dernier, il y a une grève qui a été déclenchée. Pourquoi exactement? En fait, on avait déjà commencé à négocier. On avait un comité de négo qui, lui, a des mandats. Et là, on fait face à une université qui a des espèces de négociateurs embauchés qui n'ont pas de mandat. À chaque fois qu'on leur propose de quoi, ils font on va aller voir parce qu'on n'a pas de mandat. Et donc, à un moment donné, quand ça stalle de même dans les négociations, on n'a pas le choix à un moment donné de mettre un rapport de force. On a décidé de partir en grève en fin de session pour montrer que notre travail était essentiel parce que c'est le moment où on a le plus d'employés actifs en contrat, toute correction, supervision d'examen, etc. Donc, c'est vraiment le gros de notre force d'employés. Et donc, c'était vraiment de montrer que notre travail était essentiel. Puis on a encore des effets aujourd'hui de cette grève-là. Il y a encore des notes qui sont pas rentrées parce que les professeurs n'ont pas eu le temps de corriger ou ne veulent pas corriger. Respectent en fait notre grève. On a même dernièrement, pas plus tard qu'hier, l'Assemblée départementale du département de géographie qui nous a adopté à l'unanimité une motion qui appuyait le CETU qui disait de pas corriger les travaux tant que le CETU est en grève. Donc, on montre en fait que le travail du CETU est assez important. Donc, c'est pour ça qu'on a parti cette grève-là dans ce moment névralgique à l'université. Donc, il y a eu une journée de piquetage dur où la plupart des portes de l'université ont été bloquées. Puis, suite à ça, il y a eu une injonction, c'est ça? L'UQAM est assez rapide lorsque vient le temps des injonctions. Ça n'a pas pris de temps. Ils ont préféré passer même 6 heures au palais de justice plutôt que de négocier avec nous. On était disponible pour négocier. Donc, ils préfèrent jouer ce jeu-là puisque la deuxième journée, en fait, on avait été avec j'aime pas vraiment l'expression du piquetage plus mou, mais disons qu'on bloquait certaines portes. Ce qu'on voulait, c'était perturber. Donc, il y avait des portes qui étaient accessibles. On disait juste aux gens, s'il vous plaît, franchissez pas la ligne de piquetage, mais si vous avez absolument besoin d'y aller, il y avait toujours des portes qui étaient ouvertes, là, même si c'était pas la forme actuelle qu'on voudrait de piquetage. Mais bon, l'UQAM très rapidement va dans les injonctions et puis c'était un peu absurde. Il y avait des huissiers qui ont été envoyés chez tous les exécutants, exécutantes. Il y en avait, tout le monde devait personnellement sur leur page, sur leur profil Facebook mettre l'injonction. Puis une personne même qui était en vacances avait 3 jours ou 3 heures à son retour de vacances même, c'est ça. 3 heures à son retour de vacances pour la mettre. Je veux dire, tu sors de l'aéroport, il suffit que tu stalles aux douanes puis t'étais en outrage au tribunal. Finalement, le CETU a diversifié
diversifier un peu la forme de ces actions. D'ailleurs, hier soir, il y a une action assez originale. Oui, en fait, on s'est déplacé devant la maison du recteur parce qu'on voulait, bien entendu, négocier. Et comme c'est le grand patron de l'UQAM, on est allé le voir. Et puis il n'y a pas daigné même se présenter le nez dans sa fenêtre. Préférait écouter 30 vies. Donc, en fait, nous autres, on est allé, on essaie de diversifier effectivement nos tactiques. Bien entendu, avec l'injonction, on est vraiment limité au niveau du piquetage de ce qu'on peut faire. On peut même pas distribuer de tracts à l'intérieur des murs de l'université. On a essayé de faire une action avec des ballons, donc de gonfler des ballons du CETU, question qui soit laissés un peu partout dans l'université. Donc, ce genre de moyens d'action-là. Mais on va commencer une escalade. Donc, il n'est pas exclu que d'autres personnes de l'administration soient visées par ce type d'action. Mais pour l'instant, on a commencé avec le recteur et puis visiblement, continue de nous mépriser. Il n'a même pas daigné sortir, nous dire « OK, je vous reconnais ». Puis... Il y a eu une première entente de principe qui a été rejetée par l'Assemblée générale. Puis suite à ça, ça a été quoi un peu la réaction de l'université? Est-ce qu'il y a eu une différence à la table de négociation? En fait, c'est ça. La première entente, déjà, était vraiment très condescendante. On parle d'augmentations salariales qui sont même pas du taux de l'inflation. On parle qu'il y avait aussi un reclassement de certains métiers qui étaient reclassés dans considérés comme non spécialisés. Donc, des personnes de la maîtrise et du doctorat qui perdaient de 20 à 30% de salaire annuellement. Là, pour certaines qui nous avaient parlé en AG, ça passait de 14 000 à 10 000 $ par année pour le même travail, mêmes heures travaillées. C'est quand même inconcevable. Donc, c'est pour ça que ça a été rejeté. Et puis, bien évidemment, l'UQAM se dit déçu. Comme d'habitude, vont écrire des gros messages en caps lock de A à Z, là, donc pour montrer qu'ils sont fâchés, qu'ils sont déçus. On avait eu aussi, ils nous avaient demandé une dérogation pour les personnes en situation de handicap. On leur avait dit vous pouvez sûrement mettre des cadres sur le dossier. Ça aussi, ça a été un dossier sur lequel ils se sont dit déçus, mais ils nous avaient dit que ça demandait du sourire, puis tout ça. Donc, puis de toute façon, en vertu de l'UQAM, c'est même pas une tâche spécialisée. Donc, ils disaient, nos cadres, en tout cas pour eux autres, c'est une tâche spécialisée, alors qu'ils le reconnaissent même pas dans le syndicat comme une tâche spécialisée. Puis nous autres, on s'est dit, si vos cadres ne savent pas sourire, c'est pas notre problème, c'est le problème de vos cadres. Oui. Et brièvement, pour terminer, on peut s'attendre à quoi pour la mobilisation dans les prochaines semaines? On va continuer la mobilisation, c'est clair. On a toujours du piquetage. Bien évidemment, c'est beaucoup plus limité. C'est surtout des personnes qui vont être devant les portes du métro à distribuer des tracts. On a des conseils de grève tous les lundis à 10h. Donc, tous les membres du CETU peuvent s'y rendre. Il y a des compensations financières pour les personnes qui participent. On a un nouveau fonds aussi pour aider les personnes qui sont sans salaire depuis le début décembre. Donc, ça va être des distributions de paniers alimentaires pour les personnes qui sont justement dans ces situations plus précaires. Donc, tous les membres du CETU peuvent y avoir accès. Mais visiblement, on s'était dit que l'action avait eu son impact avec le recteur. Je pense qu'on lui a fait montrer qu'on était bien présent et présente. Donc, effectivement, comme j'ai dit, c'est pas exclu que d'autres personnes de l'administration soient visées par ce type d'action, mais on va continuer en fait une multiplicité des luttes. Il n'est pas exclu qu'on fasse des manifestations, qu'on fasse ce type d'action-là. Donc, on va regarder avec le conseil de grève et les membres vont décider des actions à venir. Donc, merci beaucoup, Chloé, porte-parole du syndicat des étudiants et étudiantes employés de l'UQAM. Vous êtes toujours à l'écoute d'Action en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville. On sera de retour après une brève pause musicale.
gouvernement contre la population. Ensoigner les affrontements, le matin les injonctions. La jeunesse en épanouissement ne demandera pas de pardon. Ils sont retraitants. Vous êtes toujours à l'écoute d'Action en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102.3 FM. On vient tout juste d'entendre Histoire d'un printemps du groupe Action Sédition, donc une chanson qui parle de la grève étudiante de 2012. Et maintenant, pour le segment culture, Jean-François n'est pas avec nous aujourd'hui, mais on vous fait écouter sans plus tarder une chronique qu'il a préparée pour nous. Comme militant, il est parfois difficile d'appréhender les conflits de travail. Comment doit-on se positionner? Et de fait, avec les nouveaux traités de libre-échange, les conflits de travail peuvent parfois prendre une dimension internationale, ce qui complique encore les choses. Des emplois canadiens sont ainsi délocalisés au Mexique ou en Inde. Des centres d'appel d'entreprises que nous avions toujours cru locales sont envoyés outre-mer. Nos vêtements sont fabriqués au Cambodge ou alors en Chine. S'il y a une catégorie d'emplois qui nous apparaissait comme immuable, cependant, c'est bien la fonction publique. Et justement, il semble que la fonction publique, comme c'est étrange, soit aussi la principale cible des politiques austéritaires des gouvernements néolibéraux. Les services publics sont la cible des gouvernants austéritaires, à un point tel que nos gouvernants paraissent occuper désormais une bien singulière position, à la fois défenseurs élus du bien commun et liquidateurs et directeurs des enchères pour les actifs constituant ce bien commun. À aucun moment ces supposés acquis sociaux n'ont semblé aussi fragiles. Les emplois de la fonction publique sont-ils véritablement immuables? Sont-ils encore des valeurs refuges? C'est ce que nous examinerons aujourd'hui. Mais d'abord, réduire les dépenses de l'État, est-ce véritablement l'objectif recherché par nos gouvernants? Eh bien non. D'un strict point de vue démographique, c'est-à-dire en considérant la taille de la population, il est d'abord normal que nos services publics soient plus coûteux aujourd'hui qu'hier, et ce pour une simple raison. Il n'y a jamais eu autant de Québécois et de Québécoises. Quel serait alors le but recherché par nos gouvernants par cette privatisation de la fonction publique et par l'abaissement des coûts? Quel est l'avantage de brader notre fonction publique au plus offrant? Eh bien, à ce sujet, Monique Jérôme Forget, présidente du Conseil du Trésor sous le tristement célèbre gouvernement Charest, nous donnait récemment l'une des clés d'analyse pour comprendre le phénomène de la privatisation des services publics. Dans une entrevue accordée à Radio-Canada au lendemain de la publication du rapport de la commission Charbonneau, l'ancienne ministre des Finances sous le gouvernement Charest affirmait en effet ceci. « Nous avons bien tenté, dit-elle, de réduire la corruption dans les services publics. C'est d'ailleurs pourquoi, écoutez bien, nous avons toujours tenté de faire en sorte que les contrats soient donnés à l'international afin qu'une force de travail étrangère vienne prendre la place de notre force de travail locale. » Je paraphrase, bien sûr, mais Monique. Le bel aveu que voilà. Pas d'enquête sur la corruption, non? Il suffirait de donner les contrats de construction de centrales hydroélectriques, de déneigement, d'asphaltage, de stades et d'immeubles gouvernementaux à l'étranger pour que soudainement la loi du marché immanente vienne rééquilibrer les prix et assainir les pratiques. Comme c'est merveilleux. Coiteux, de son côté, privatise encore, oui, certes, mais pas pour les Québécois, pas plus pour les Québécois, devrait-on dire, et pas même pour contrer la corruption. Il privatise plutôt pour les marchés internationaux. Pour bien comprendre, l'exemple de la Grèce est en ce sens frappant.
Crise de la dette, crise de la monnaie. Du jour au lendemain, l'ensemble des services publics de la Grèce se retrouvent bradés sur les marchés internationaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Des pays plus riches ont pu acheter les services publics d'autres pays plus endettés. EDF, Électricité de France, a pu acheter ainsi diverses centrales électriques grecques. L'Allemagne a fait main basse sur les aéroports grecs. Comment expliquer cela? Par un outil très simple. Le PIB, le produit intérieur brut. Si vous privatisez, vous laissez de la place aux entrepreneurs privés, certes, tout le monde sait ça, et ça, c'est bon pour les capitalistes. Mais en permettant à un autre pays de venir investir chez vous, ça, c'est encore mieux. C'est une rentrée d'argent net. C'est ce qu'on appelle de la création monétaire. Là où le bas blesse, c'est qu'on s'aperçoit que de plus en plus d'emplois chez nous, considérés comme immuables, les emplois d'ingénieurs, de cadres, de hauts fonctionnaires, sont également susceptibles d'être délocalisés. Hydro-Québec en a fait la douloureuse expérience récemment, alors que des ingénieurs et des manœuvres d'autres pays sont venus assembler des éoliennes en sol québécois, ce qui avait à l'époque suscité un tollé chez les monteurs de structures d'acier québécois. C'est un fait. On a tendance généralement à considérer que les traités de libre-échange ne s'appliquent qu'aux biens de consommation. Nos vêtements, nos voitures, nos fruits et légumes, nos barils de pétrole. Il semble cependant que de plus en plus, ce sont désormais les forces de travail elles-mêmes qui sont en compétition les unes avec les autres. Vous voulez un dernier exemple? La Caisse de dépôt et placement a fait tout récemment l'acquisition de logements sociaux à New York et de transports publics au Mexique. C'est étrange, ça. Des logements sociaux et des services publics à l'étranger, mais pas ici. Dès que nous, les Québécois, prétendons avoir besoin de logements sociaux et de transports publics, soudainement, on nous répond que nous n'avons plus d'argent, que c'est l'austérité, que la dette est trop élevée. Cependant, en allant investir dans d'autres territoires, le Québec se place alors en position d'exportateur. Il exporte des savoirs, son expertise, il investit et ramène des dividendes. Voilà qui, aux yeux du capital, est rentable. L'État se comporte alors comme un véritable investisseur, comme une entreprise. De plus en plus, donc, il nous faut considérer que les emplois du secteur public ne sont pas les valeurs sûres ou les valeurs refuges que nous avions toujours crues. Il est de plus en plus probable que dans un avenir rapproché, nos organismes publics soient tentés d'aller investir à l'étranger et de délocaliser. Le néolibéralisme transforme ainsi considérablement notre rapport aux services publics. De plus en plus, il faut se faire à l'idée que les emplois, comme toute autre commodité, peuvent désormais être soumis aux lois du marché, faire l'objet d'un échange et être ballottés par la logique des flux tendus de l'offre et de la demande. Trop souvent, nous nous trompons de cible, cependant. Comme citoyens, nous allons cibler l'immigration comme symbole de ces échanges internationaux. Ce sont les migrants qui viennent ici, disons-nous, pour voler nos emplois. Il semble qu'encore une fois, nous soyons victimes de perceptions fausses. Les capitaux migrent, les investissements se déplacent, certes, mais globalement, ce sont surtout les conditions de travail qui, partout, se dégradent. Les humains ne sont, eux, que les faibles esclaves enchaînés à la roue du capital. Quelle serait donc la loi du marché dans le néolibéralisme? C'est simple. Acheter bas, vendre haut. Acheter bas, de la main-d'œuvre soumise, docile et précaire. Vendre haut, des produits à valeur ajoutée, tels que des avions, des wagons de métro, des automobiles, des postes de hauts dirigeants, des barrages, des turbines et, pourquoi pas, des diplômes, des entreprises, des universités et de l'expertise. C'était la chronique de Jean-François qui n'est pas avec nous en studio cette semaine. Et maintenant, Félix, tu vas nous parler d'un autre documentaire cette semaine. Oui, donc cette semaine, en faisant ma recherche pour trouver un documentaire à vous présenter, j'ai fait l'heureuse découverte du documentaire De prison en prison du réalisateur québécois Steve Patry. Nominé à la 17e soirée des Jutras dans la catégorie du meilleur long-métrage documentaire, ce projet suit 3 anciens détenus, Julie Chantal, Jean-François et Yves, afin de recueillir leurs témoignages sur la perniciosité de leur passé, la précarité de leur quotidien et l'incertitude de leur avenir. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus sous quel angle ce documentaire traite-t-il de la question des ex-détenus au Québec? Eh bien, chaque mois au Québec, des centaines de détenus retrouvent leur liberté après avoir purgé leur peine. Mais que deviennent-ils une fois libérés? C'est la question à laquelle s'est attaqué Steve Patry dans son documentaire. Pendant 3 ans, il s'est immiscé dans la triste réalité de ces personnes qui tentent de remettre leur vie sur les rails. De prison en prison, braque le projecteur sur cette étincelle fragile où l'espoir d'un recommencement peut basculer pour le meilleur comme pour le pire.
Son point de vue sur ces ex-détenus, pris à l'étroit dans leur propre prison psychologique, est émouvant et rend compte à quel point l'effort doit venir d'eux-mêmes et non d'autrui, laissant ces ex-détenus se livrer à une autocritique étonnante de lucidité. Patry nous livre une œuvre de première importance dans laquelle l'absence de jugement moral est de tous les instants. Puis qu'est-ce que tu as retenu comme message à travers ce documentaire? Bien, comme l'indique si éloquemment le titre de ce documentaire, le difficile passage d'un système contraignant mais encadré vers un espace de liberté n'est pas sans obstacle. Si la stabilité de la vie quotidienne apporte avec elle l'espoir de jours meilleurs, dans le cas de Yves par exemple, elle n'est cependant pas exempte de lourdes rechutes, dans les cas de Julie Chantal et Jean-François. C'est que ce retour à la vie plus normale est lui aussi entouré de barreaux, psychologiques ceux-là, qui ne sont pas si faciles à briser. Posant très adroitement des questions importantes sur la responsabilité de la société à prendre en charge ses contrevenants, Patry propose un regard en profondeur dans le quotidien bousculé des gens qui, au final, ne sont pas si éloignés de leurs congénères vivant dans la légalité. Ce que j'en retiens donc, c'est qu'à travers les témoignages de ces 3 ex-détenus, le réalisateur nous fait remarquer à quel point la réinsertion sociale des ex-détenus doit venir en grande partie d'eux-mêmes. Mais la société, à travers différents programmes sociaux, a tout de même le devoir de les aider dans ce processus, puisque bon nombre d'entre eux sont également enfermés dans une prison psychologique dont il est très difficile de sortir. Puis est-ce que tu pourrais nous présenter un peu qui sont les 3 protagonistes de ce documentaire? Si l'œuvre se présente initialement comme l'illustration émotive et esthétique de nouveaux espoirs, la réalité vient sonner plutôt rapidement aux portes de nos 3 ex-détenus. L'un, à 53 ans, fait appel à ses parents une fois qu'il est sorti, après des cérémonies religieuses aux allures amérindiennes. L'espoir plane au-dessus d'un désert ardent et calme de sortir de ce cycle infernal. Il traite avec lui l'espoir alourdi et rouillé d'une guérison de plus en plus improbable et d'une peine humaine de plus en plus réelle. Le deuxième détenu, lui, voit à la peine son dédain général pour le processus légal. Évitant ses nombreux appels à la cour, déménageant rapidement chez sa copine pour s'assurer que la police n'ait pas son adresse et expliquant régulièrement que c'est dans ses habitudes de produire et de vendre de la drogue et qu'un emploi à salaire minimum ne l'intéresse pas du tout. La troisième détenue, quant à elle, passe son temps à appeler des services locaux et des autorités en quête d'encadrement, incapable de se prendre en main, culpabilisant les employés et les proches à qui elle parle, en discutant sans cesse de sa déchéance et de sa peine d'être une mauvaise mère, mais se fait exclure des centres d'accueil et de réhabilitation à cause de son comportement excessivement négatif. On peut donc voir à travers le cheminement de ces 3 détenus 3 façons différentes de voir le processus de réinsertion. On peut remarquer toutefois un point commun entre les 3. La déresponsabilisation systématique dont ils font preuve lorsque vient le temps d'expliquer leurs actions du passé et du présent. Ces 3 témoignages nous mènent donc à établir un bien triste constat de la vie des ex-détenus au Québec. Oui, et pour terminer, qu'est-ce que tu retiens comme réflexion personnelle après avoir visionné ce documentaire? Eh bien, on pourrait facilement être porté à juger les 3 ex-détenus. Toutefois, avant de porter un jugement hâtif, je me pose la question. Le problème ne serait-il pas le système de réinsertion sociale visiblement défaillant mis en place par le gouvernement? Je suis profondément inquiet de ce qui adviendra des détenus dans ce climat d'austérité où les coupures sont plus nombreuses que les politiciens au Parlement. Après tout, il ne faut pas oublier que des détenus, oui, ce sont des détenus, mais ce sont également des humains comme nous tous et qu'ils ont simplement besoin d'un support adéquat. Merci beaucoup, Félix. Est-ce que tu pourrais nous rappeler le titre de ce documentaire? Ce documentaire se nomme « De prison en prison », réalisé par Steve Patry. Merci. Et c'est maintenant le temps du calendrier. Donc, on commence avec un événement qui se déroule demain soir, le 15 janvier. Il s'agit du party de lancement de la compagnie Grimy Montréal, qui est en fait un site web de culture underground diverse. Musique, artistes visuels et tout et tout. Le tout se déroule à 9h au Crowbar sur Crescent. Par la suite, samedi le 16 janvier, il y a une manifestation pour un réinvestissement massif dans les écoles publiques qui se déroule à 1h de l'après-midi au marché Maisonneuve. Ensuite, le mercredi 27 janvier, il y a une manifestation de la coalition Objectif Dignité pour le projet de loi 70 à l'aide sociale. À 11h30 du matin, à la Ville de Québec, le lieu de départ sera à venir, suivi d'un rassemblement devant l'Assemblée nationale.
Et on termine aussi avec un forum 15-5-7 qui aura lieu le 12 février, qui défend un principe de 15 $ de l'heure, 5 semaines de vacances ainsi que 7 jours de maladie payés par année. Et cet événement aura lieu à 6 h du soir au CEDA, au 25-15 rue des Lilles à Montréal, le 12 février prochain. Et puis tu parlais, Félix, des conséquences de l'austérité sur les détenus. Il y a un nouveau collectif qui vient de se lancer, qui est composé en partie d'ex-détenus, qui s'appelle Toute détention est politique. Je vous invite à consulter leur site internet. Elles ont plusieurs activités à venir très prochainement. Oui, et certainement, on va aussi suivre le forum 15-5-7, la revendication du 15 $ de l'heure. Ça fait déjà plusieurs années que certains milieux plus précaires en parlent, notamment le milieu de la restauration. Donc, on va suivre ça avec attention et probablement couvrir ça pour une de nos prochaines émissions. Sans aucun doute. Pour terminer et faire un petit tour de table, j'aurais envie de demander à nos deux invités, c'est quoi les défis pour les travailleuses et travailleurs du milieu de l'éducation, surtout à l'heure de l'austérité? Ben, je pense que c'est prendre la mesure des, j'aime pas l'expression, mais prendre la mesure des défis qui sont devant nous, c'est-à-dire que beaucoup d'étudiants en difficulté, des étudiants qui ont des besoins particuliers, qui arrivent dans les réseaux, les ressources sont souvent manquantes, sont souvent réduites, alors qu'il y a de plus en plus de ces étudiants-là. Donc, je pense que c'est une des questions sur lesquelles il va falloir se pencher sérieusement. C'est sûr, en fait, aussi, avec toutes les coupures, il y en a beaucoup qui sont actuellement aux études qui aspirent à des emplois dans le milieu de l'éducation. On a beaucoup de gens au CETU qui sont dans cette situation-là. Et donc, dans les mesures d'austérité, effectivement, si on coupe tout le temps, c'est des emplois futurs qui sont pas là. Donc, on a des gens qui sont en train d'étudier peut-être pour rien, finalement. Donc, c'est un peu dommage. Puis, pas d'arrimage au marché, c'est pas ce qu'on veut, au moins au niveau universitaire. Et puis, moi, j'aimerais poser une question à vous, M. Guibard. Vous êtes membre du collectif Lutte commune. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que ce collectif et quelles sont les raisons pour ce collectif d'avoir lieu? Lutte commune, c'est un réseau de militants contre l'austérité, contre le néolibéralisme. On cherche à établir des liens entre les travailleurs des différents secteurs, indépendamment des centrales syndicales et des affiliations, pour justement renforcer la base militante et s'assurer finalement qu'on peut tenir tête à ceux qui veulent profiter du système. Et puis ça, Lutte commune, c'est ouvert à tout le monde, j'imagine? Oui, bien sûr. Vous pouvez aller nous rejoindre sur la page Facebook Lutte commune. Il y a un site web aussi qui est luttecommune.info. Si vous avez des campagnes à faire connaître, si vous avez des actions que vous voulez diffuser, on va certainement pouvoir vous aider. Puis ça serait quoi les prochaines mobilisations de Lutte commune, disons? Pour l'instant, on se concentre beaucoup sur justement les négociations du secteur public, permettre aux travailleurs de se parler, savoir ce qui se passe dans les différents secteurs, parce qu'on évolue beaucoup en silo normalement, puis c'est un des buts de Lutte commune que d'arriver à briser ces barrières-là, faire en sorte qu'on connaisse mieux la réalité des autres travailleurs. Pour faire écho à ce que Chloé disait, l'austérité, une des conséquences, c'est aussi l'attribution, par exemple, des fonds de recherche aux universités. Là. Je sais que les étudiants et étudiantes employés, leurs emplois dépendent beaucoup de ces subventions-là qui sont données, par exemple, à certaines chaires de recherche. En effet, donc nous autres, ce qu'on veut, c'est toujours un investissement massif en éducation et dans la recherche. Donc, c'est ce qu'on a de besoin, nous autres. Et puis, bien évidemment, après ça, c'est que c'est des emplois pour des étudiantes et des étudiants qui, après ça, bien entendu, acquièrent de l'expérience. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le CETU, vous avez le www.cetu.net et donc, toutes les informations vont être là. 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 Donc, toutes les